Alors, on passera directement au deuxième panel. Donc, après ChatGPT, on passera à Microsoft Bing, une autre révolution qui illustre le recours à l'intelligence artificielle dans le domaine de l'emploi. Ce second panel sera donc modéré par Monsieur Toumi, enseignant-chercheur à l'ENSA d'Oujda et le responsable de la maison de l'intelligence artificielle. Donc, permettez-moi d'accueillir les intervenants de ce panel, Madame Ammou Khadija. Le morceau de musique qu'on vient d'entendre donc, a été créé par un étudiant en informatique, mais pas de l'ENSA d'Oujda, mais un étudiant en informatique. Et en fait, il a utilisé l'intelligence artificielle. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire passer ce morceau de musique puisque c'est un musicien qui a étudié le solfège, etc., et qui est en même temps un informaticien. Et donc, voilà un exemple comment l'intelligence artificielle va changer ou influencer ou impacter, je veux dire, les musiciens ou les artistes, etc. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous poser une question et je demanderai, on fera en même temps un tour pas un tour de table, mais un tour sur des panélistes sur l'IA et l'emploi. Et donc, je leur demanderai de se présenter brièvement et ensuite, euh, soit répondre à la question ou sinon, il y aura d'autres questions. Et bien sûr, ces questions, on les posera à la fin à Bing de Microsoft pour voir sa réponse en fonction de ce que tous les intervenants vont dire. Alors, donc, la première question, c'est que tout le monde parle de l'influence de ces IA génératives et en général l'intelligence artificielle, pas que cette IA générative sur l'emploi. Et donc, ma première question sera, euh, sommes-nous face à une nouvelle conception de ce qu'est le travail? D'accord? Donc, est-ce que dans l'avenir, vis-à-vis de l'impact de cette intelligence artificielle, est-ce que on sera obligé de changer nos modes de travail ou, bien sûr, il y aura des emplois qui vont disparaître, d'autres peut-être qui vont être créés. Et donc, je vais commencer par Madame Amensou de l'NCG. Saïda, à toi la parole. Salam alaikum, Awashal Mubaraka. Merci de m'avoir associé à ce webinaire. Et je suis Saïda Mensou, professeure de matières techniques à l'ENCG, l'École nationale de commerce de gestion d'Oujda. Et par rapport à cette question, j'ai écouté attentivement le premier panel et j'étais vraiment très, j'étais très attentive par rapport à ce qu'a dit les experts en IA par rapport au sujet. Alors, par rapport à nous, est-ce que le mode de travail a-t-il changé ou va-t-il changer avec l'IA? Est-ce que le contexte actuel, il a fait, oui, il y a, et ça, on l'a découvert à travers le Covid, quand on était en mode confinement et qu'on était dans l'obligation de travailler à distance. Donc, il y avait déjà l'introduction de cette technologie dans notre métier, nous, en tant qu'enseignants. Il y a un changement dans les modes de travail. Le confinement nous a montré qu'on peut travailler à distance. Et déjà ça, la proximité, le présentiel, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans d'autres métiers, a été un petit peu secoué. Donc, on n'est pas dans l'obligation d'être dans un bureau. Mais et donc la rentabilité dans les entreprises n'est pas conditionnée par la présence dans l'entreprise. Et il y a énormément d'informations qu'on était en train de gérer en même temps, ce qui nous a été facilité par la technologie.
Donc, le mode de travail, oui, il est en train de se bouleverser à travers ces technologies qui sont en train de vraiment d'intégrer massivement notre vie quotidienne de travail. D'accord, merci beaucoup. Donc, je passe tout de suite la parole à Selh Harash de l'EST. Selh Harash, à toi la parole. Salam alaikum. Salam. Donc, d'abord, je vous souhaite bien sûr un très bon Ramadan. Donc, surtout العشرية من الأخيرة نتمنى هدوز bien sûr إن شاء الله donc بالتوفيق لنا tous en réalité, mais surtout العتق من النار. Bon, donc franchement, d'abord, je vous remercie énormément. Donc, de m'avoir bien sûr invité, mais surtout, je vous remercie parce que vous avez pris l'initiative de travailler donc, durement depuis quelques mois et vous êtes franchement sur la bonne voie pour pouvoir donc, avancer dans ce qui était passé, comme j'ai dit récemment, pour pouvoir avancer avec donc, l'intelligence artificielle. Donc, là, c'est vraiment donc, on peut dire cette intelligence ou ce changement donc, franchement qui va arriver par la suite. Donc, ce sera donc, en réalité, on va le débattre ensemble. Donc, mais d'abord, je vais faire donc, d'abord, c'est M. Al-Hras, professeur à l'école supérieure de technologie. Donc, enseignant-chercheur dans plusieurs domaines, entre autres l'intelligence, bien sûr l'intelligence économique. Et pourquoi j'ai cité juste, bien sûr, cet axe-là, parce qu'il y a un lien très fort avec, tout simplement, donc, l'intelligence artificielle. Bon, donc, si on aura l'occasion de revenir par la suite ou de revenir donc, moi-même sur cet aspect-là par la suite, donc ce sera plus intéressant. En réalité, donc, si vous voulez que je vous réponde, j'essaie de répondre à votre question. Est-ce que vraiment l'intelligence artificielle va donc, nous imposer ou impacter le monde du travail ou l'emploi? En fait, je vais rappeler une chose simple. Si tout changement provoque forcément le changement de mode du travail. Donc, Madame Amansou, il a cité un exemple, le télétravail. Par contre, rappelons-nous qu'en réalité, l'intelligence artificielle, à mon avis, ne constitue que tout simplement la troisième, on peut dire, génération. D'accord, de l'automatisation, parce qu'on a vu qu'une première automatisation donc, en fait, donc, de l'emploi, par exemple, au début, ça on a commencé à peu près de l'automatisation de certaines métiers, on peut dire dangereuses en réalité, donc des métiers ça. Par la suite, la deuxième, si vous voulez, la deuxième donc, automatisation, donc, elle a concerné certaines tâches, comme bien sûr, donc, tout simplement les tâches routinières, des tâches, on peut dire, donc, répétitives. Et la troisième génération, là, on le voit qu'il a touché un petit peu les activités qui sont liées à ce qui est cognitif. Par exemple, là, on peut automatiser des tâches de raisonnement, de la perception en réalité. Donc, et effectivement, c'est ce que, et avec cette automatisation, c'est-à-dire, est-ce que les choses vont être bouleversées? À mon avis, pas vraiment. Il ne faut pas avoir peur. Comme dit donc, le directeur en fait, de McKinsey, ou en tout cas Digital McKinsey, il ne faut pas avoir de l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons en réalité. Donc, parce que ce qui peut être automatisé, même il y a certaines études qui ont été faites, c'est vrai, ces études-là ont été, donc, on peut dire, des très divergentes, parce que, par exemple, aux États-Unis, une étude qui a été faite depuis 2012 donc, sur l'automatisation des tâches, il a précisé comme quoi à peu près 47% des tâches peuvent être, ou des emplois peuvent être automatisés, mais par contre, bon, j'ai dit, donc ça c'était vraiment la première étude, mais donc, les résultats, c'était pas vraiment satisfaisant parce qu'il était beaucoup critiqué, et par la suite, en réalité, il y a beaucoup d'études qui précisent comme quoi uniquement à peu près 10% d'accord, des emplois qui sont concernés par les tâches qui peuvent être automatisées. Et ça signifie que réellement, on ne peut pas vraiment avoir peur de l'intelligence artificielle. Donc, il y a autre chose, si vous me permettez,
Donc, en réalité, par rapport... Oui. On va passer les emplois qui vont être créés, etc. Je voudrais juste, parce qu'il faudrait que je passe la parole à tout le monde, on y reviendra sur exactement les types d'emplois, etc. Et donc, je reviendrai vers vous. Et donc, je voudrais passer la parole à Madame Khadija Ammo, s'il vous plaît. Madame Khadija, si vous pouvez vous Oui, présenter. bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Khadija Amo. Moi, j'ai passé 25 années à baigner dans le monde du digital, de l'intelligence artificielle. J'ai travaillé 25 années chez Nestlé au niveau mondial et donc à plusieurs reprises sur plein de projets. J'étais à Silicon Valley, donc je peux vous dire que c'est quelque chose qui est dans mon sang et dans mes veines, que je porte dans ma tête et que j'encourage tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je porte 2 casquettes. Je suis consultante en Business Digital Transformation. J'aide les entreprises à se transformer, surtout en Afrique. Et aussi, j'ai ma 2e casquette, je suis certifiée innovation et agilité, donc j'encourage l'innovation et surtout à travers l'innovation intelligente, des algorithmes intelligents, deep learning et machine learning pour aider justement cette innovation à créer de la valeur au niveau du Maroc et en Afrique. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la 4e révolution industrielle façonnée autour des algorithmes intelligents pose déjà un grand problème renouvellement sur le marché marocain africain, parce qu'il y a beaucoup de retard par rapport à l'appréhension et par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale. Donc, chaque révolution industrielle s'accompagne de profondes migrations des emplois, de l'agriculture vers l'industrie, de l'industrie vers les services et aujourd'hui des services vers l'économie des données. Donc, où la capacité à collecter, analyser, utiliser les données est devenue un avantage concurrentiel pour les entreprises, c'est une nécessité pour les gouvernements et les organisations à travers le monde. Oui, eh bien oui, le travail change avec les outils, avec l'intelligence artificielle, avec la transformation digitale. Toutes les tâches répétitives sans valeur ajoutée doivent être automatisées grâce au progrès de la technologie et de l'automatisation et grâce à l'intelligence artificielle. Alors, cette transformation, pourquoi elle est plus encore nécessaire et puisque les entreprises et les gouvernements doivent avancer, parce que ça va permettre d'accroître la précision, la rapidité des tâches répétitives, tout en permettant aux travailleurs de se concentrer justement sur les tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc, les entreprises et les gouvernements doivent avoir des stratégies nouvelles justement pour aider à la création de ces compétences. Donc, ici, on parle de 2 compétences qui sont très importantes et qui sont complémentaires. Donc, le travail aujourd'hui demande 2 compétences qui sont complémentaires. Le travail, les compétences techniques et les compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences à être en bon terme avec nous-mêmes, être en bon terme avec les autres et être en bon terme avec les. Alors, les études aujourd'hui à Harvard des compagnies, 15% permettent la réussite aujourd'hui, le travail aujourd'hui. Pour réussir, on a besoin de 15% des connaissances, à savoir l'intelligence artificielle et autres, mais 85% de réussite, ce sont les soft skills. Oui, le travail change. Et que signifie le travail aujourd'hui? Ouais. Je m'arrête? Oui, oui. Non, parce que c'était juste pour se présenter et juste introduire la notion de travail. Est-ce qu'elle va être influencée ou pas par l'intelligence? Après, on va entamer tous les sujets que vous avez abordés. D'accord. D'accord? Merci. Donc, je donne la parole à Madame Widje Khan. Madame? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Vous m'excuserez pour la vidéo parce que je suis actuellement connectée avec un réseau un peu instable. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci beaucoup au professeur Saïda de m'avoir conviée à ce webinaire. C'est vraiment un honneur pour moi. Je m'appelle Widje Khan, je suis consultante data ingénieure et en même temps aussi cofondatrice de l'Institut des algorithmes du Sénégal. Alors, participer à ce webinaire, c'est un honneur pour moi parce que c'est un sujet qui est vraiment en vogue en ce moment-là. Et les 2 thématiques qui sont utilisées ont vraiment du sens et c'est vraiment très important parce que quand on parle d'emploi, il y a l'aspect formation qui arrive
Et là, c'est le thème du premier webinaire qui concerne l'éducation. Et pour être très brève par rapport à cette première question qui est, est-ce qu'il y a une nouvelle conception du monde du travail? Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a une conception, mais cela dépend vraiment du secteur dans lequel on travaille. Parce qu'un agriculteur qui travaille sur son sol peut utiliser l'intelligence artificielle s'il est averti. Par contre, si on travaille dans le monde du digital, si on travaille dans le monde de l'ordinateur, des technologies, on subit beaucoup plus cette transformation. Et je pense que l'exemple du télétravail est vraiment un exemple très pertinent. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde n'a pas cette possibilité-là de pouvoir s'adapter suivant le développement de la technologie. Pour les autres sujets, on y reviendra. Vu que c'est une introduction, je vais m'en arrêter là. Et encore, merci beaucoup et j'ai hâte d'entamer les autres questions. Merci, madame. Donc, je passe tout de suite la parole à El Mahfoudi pour se présenter brièvement et juste s'il veut répondre à la question, est-ce que le travail va être impacté par l'IA, sinon on passera à d'autres questions. Merci, M. Mahfoudi, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur. Donc, je réitère aussi mes remerciements pour votre invitation. Alors, je me présente très rapidement. Je suis docteur de l'Université Côte d'Azur, chercheur associé à l'IMRED, l'Institut méditerranéen de recherche en développement durable, qui travaille beaucoup sur les questions de la ville intelligente, de la voiture connectée, l'intelligence artificielle, etc. Mon laboratoire d'affiliation, c'est le laboratoire Transition, Médias et Territoire. Je suis aussi vice-président de l'Observatoire marocain de souveraineté numérique et je tiens à souligner cet aspect de souveraineté qui a été évoqué par plusieurs des collègues tout à l'heure face à l'émergence de cette nouvelle technologie qui arrive. Donc, la souveraineté numérique est une dimension à prendre en considération avec beaucoup de sérieux. Pourquoi? Parce que nous sommes les pays du Sud qui généralement reçoivent en pleine, je dirais, en pleine, je dirais, confrontation toutes les nouvelles technologies du Nord. Et donc, nous sommes dans l'obligation de nous préparer et de nous ajuster à ces technologies qui nous arrivent un peu de partout. Ça, d'une part. D'autre part, pour répondre à votre question, est-ce que l'intelligence artificielle va avoir des influences sur le travail? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que la technologie, elle influe le travail depuis des années. Depuis les premières révolutions, beaucoup de métiers ont disparu et beaucoup d'autres ont réapparu. Et donc, on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais quand des métiers disparaissent, c'est pour laisser lieu à d'autres métiers qui arrivent et qui sont beaucoup plus intéressants. Mais de manière générale, pour finir rapidement mon introduction, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, comme les télécommunications dans le passé, comme la problématique de l'effervescence des réseaux sociaux, comme beaucoup de choses, nécessitent trois aspects, trois dimensions de contrôle qui sont absolument nécessaires. Le premier aspect, c'est la régulation. Dans le passé, on a vécu la régulation des télécommunications. Vous vous imaginez s'il n'y avait pas l'ANRP, par exemple, et la régulation des télécoms dans le passé, qu'est-ce que serait devenu le Maroc dans toute cette nébuleuse de bandes hertziennes, de télécoms, de la 4G, la 3G, la 5G, etc., etc. Donc, la régulation. La deuxième dimension qui est importante, c'est l'éthique. On ne peut pas, quelles que soient les technologies. La différence entre le Nord et le Sud, c'est que dans le Sud, l'importance à l'éthique, elle est primordiale. Et l'éthique, l'explication la plus simple, c'est quand on remet l'être humain au centre
et quand on construit autour. C'est ça ce qui pourrait nous sauver et ce qui pourrait aussi nous faire éviter les erreurs du Nord quand ils consomment sans modération la technologie. La troisième dimension et la dernière, c'est l'humanisation. Il faut humaniser toute la technologie, tous nos process d'exploitation technologique et mettre le cadre. Parce que si dans le passé, un de nos collègues l'a évoqué tout à l'heure, l'automatisation, si dans le passé, quand on automatisait pour les informaticiens, qu'est-ce qu'on exigeait à l'informaticien d'avoir sur la table? On exigeait à l'informaticien d'avoir ce qu'on appelle un PCA, un plan de continuité d'activité. Et ce plan de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si jamais les machines crashent? C'est-à-dire, il faut tracer le chemin de retour. Qu'est-ce qu'on fait si l'intelligence artificielle crache? Et c'est là où il y aura réellement la mise en évidence de la vraie intelligence humaine face à l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui mécanique, aussi mécanique que la musique qu'on a écoutée tout à l'heure. Merci, c'est Mahfoudi. Je reviendrai vers vous. Et donc, nous allons, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons posé plusieurs questions à Bing, donc un LLM comme ChatGPT, parce que je pense qu'il faudrait rappeler à tout le monde, parce que tout le monde parle de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT, il y a une panoplie d'IA génératives, il y a aussi des IA génératives qui sont aujourd'hui spécialisées sur des, comme par exemple sur la recherche ou autre. Et donc, je vais donner la parole à cette IA générative. Et donc, nous lui avons posé la question, quel emploi pourrait ou devrait, à votre avis, être automatisé par les grands modèles de langage? Et donc, on va écouter la réponse. Selon McKinsey, d'ici 2030, 60% des métiers pourraient être concernés par l'automatisation. Par exemple, la comptabilité devient automatisée grâce à des logiciels tels que QuickBooks, FreshBooks et Microsoft Office. Certains emplois peuvent ou doivent être automatisés par les grands modèles de langage selon des critères de performance ou de valeur ajoutée, mais il faut aussi tenir compte des risques et des limites de l'automatisation et préserver les emplois qui ont une importance humaine. Voilà, donc ça c'est pour la première, une des questions. Une autre question que nous avons posée aussi à Bing, c'est quel emploi pensez-vous avoir disparaître dans la décennie à venir? Y aurait-il d'autres qui seraient créés grâce au LLM? Et donc voici la réponse. Les emplois qui pourraient disparaître dans la décennie à venir sont les opérateurs de saisie de données, les caissiers et les travailleurs de la production. En ce qui concerne les nouveaux emplois créés grâce au LLMS, il y a des opportunités dans le développement de ces modèles eux-mêmes. Il y a également des opportunités dans la création de contenus générés par ordinateur, tels que des articles de presse ou des scripts vidéo. Très bien. Donc, juste une remarque, c'est que les réponses de cette IA générative, ils ont été quand même un peu longues. Et donc, on lui a demandé de résumer. Et c'est juste pour que on puisse vous donner un petit peu l'avis de ces IA génératives. Et maintenant, face à ces réponses que nous donne cette IA générative, je voudrais avoir votre avis, s'il vous plaît, sur, premièrement, quels sont les emplois qui vont être affectés. Donc, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que ça va être, c'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des emplois qui vont disparaître ou est-ce que la question, est-ce que les emplois qui vont disparaître vont être en plus grand nombre que les emplois qui vont être créés grâce à l'IA? Donc, voilà, le débat est ouvert. Et donc, et aussi, par exemple, je pense une des questions aussi, c'est
c'est sûr qu'il va y avoir de nouveaux emplois, et de nouveaux métiers, je veux dire, de nouveaux métiers grâce à ces IA génératifs. Quels sont ces types de métiers, etc. Et donc, voilà, le débat est ouvert. Et donc, je vais redonner la parole à El Harj, s'il voudrait ajouter des choses, préciser. Et après, je donnerai la parole à Madame Amitsou. Merci beaucoup encore une autre fois, moi c'est Bouchenchouf. Donc, c'est vrai, donc là, je vais juste réagir rapidement par rapport à aux réponses de monsieur. Donc, Madame Bing. Madame Bing, d'accord, Oui. Désolé. D'accord, parce que tout à l'heure, c'était Monsieur ChatGPT. Et Madame, c'est Madame Bing. C'est parfait. Donc, je n'étais pas invité en fait. C'est pour des raisons d'équité. Hein. Non, en fait, parce qu'il a précisé certains chiffres, d'accord. D'abord, là où il y a le problème parfois sur certaines, tout simplement réponses, parce qu'il n'y a pas de référence derrière. Nous, en tant que chercheurs, on se méfie par rapport à certaines réponses parce que tant qu'il n'y a pas d'appui derrière… Excusez-moi, dans Bing, Microsoft, ils donnent les références. ChatGPT, oui, ils ne donnent pas les références. Mais Bing, Microsoft, ils donnent toutes ces références. Oui, mais avec ce que j'ai dit maintenant… Parce que là, on a résumé sa réponse, hein, parce qu'on ne voulait pas… Voilà, on n'a pas donné toute la réponse. En fait, comme j'ai déjà précisé tout à l'heure, moi aussi, j'ai fait des recherches partout sur des articles. En fait, par exemple, j'ai juste une dernière émission sur BFM avec le directeur du Digital McKinsey et il a donné certains chiffres. C'est pour ça ce que j'ai donné en fait tout à l'heure. Donc, et je vois qu'il y a, c'est pas les mêmes chiffres. Bon, bref. Donc, on peut discuter par rapport à ça parce qu'il y a plusieurs études, comme je vous ai dit. Mais effectivement, moi, je reviens sur donc, ces métiers-là qui vont peut-être disparaître et d'autres qui vont apparaître, c'est tout à fait normal. Et on l'a déjà précisé, c'est depuis la première automatisation qu'on a dit. Mais en fait, effectivement, il y a certains métiers qui sont concernés plus que d'autres. Il a l'impact en quelque sorte de l'intelligence artificielle et il diffère selon, par exemple, le secteur d'activité. Donc, il y a certains métiers qui seront touchés plus d'autres, selon bien sûr le niveau de compétences en fait, d'éducation également. Maintenant, c'est vrai, même si récemment on parle comme quoi les cols blancs seront touchés également, contrairement auparavant. Donc, certes, les tâches en fait, comme j'ai précisé, c'est des tâches bien sûr routinières, répétitives, c'est tout à fait normal. Donc, en réalité, ils vont donc être automatisés. Par contre, c'est en regardant dans chaque métier qu'ils sont effectivement les tâches qui peuvent être automatisées. Donc, ça, c'est clair, on peut éliminer. Si je prends des exemples, bien sûr, dans le domaine, par exemple, de la santé, on voit très bien que, effectivement, avec l'intelligence artificielle, on peut-être analyser mieux certains résultats et on peut analyser mieux certaines images, ce qui signifie parfois certains radiologues, par exemple, les techniciens vont disparaître, certains métiers qui vont disparaître. Si je prends un exemple dans la production ou l'industrie, effectivement, par exemple, les techniciens de maintenance peuvent disparaître parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut mettre en place tout simplement une maintenance prédictive. Donc, c'est beaucoup meilleur. Donc, c'est tout à fait normal. Et pourquoi ils vont disparaître? Parce que toujours, dans ce genre bien sûr, où les métiers ou toutes les entreprises cherchent derrière toujours l'efficacité, premièrement. Par la suite, cherchent à baisser les coûts. Et grâce à l'intelligence, on peut arriver à ça. Et pourquoi on ne peut pas se débarrasser de certains métiers par rapport à d'autres? C'est tout à fait normal. Si je prends tout simplement notre domaine, c'est-à-dire le domaine d'éducation. Donc, ce qui va disparaître, personnellement, l'impact donc, et là, j'aimerais bien, en même temps, je vais rebondir juste rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, effectivement, est-ce que le professeur va être remplacé? Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que, tout simplement, le ChatGPT, il s'appuie beaucoup plus sur les connaissances, on peut dire, explicites. Par contre, nous, en tant que professeurs, ou l'être humain, il n'a pas que en réalité, donc les savoirs ou les connaissances explicites, mais il y a beaucoup plus les connaissances tacites. Là, par exemple, GPT, ou en tout cas, Madame Bing ou Monsieur GPT, il ne peut pas accéder à ce genre de connaissances. Dans ce cas-là, il n'y a rien. Donc, et le professeur ne peut pas être remplacé, par exemple. Donc, effectivement, il y a certaines tâches, comme j'ai dit, qui peuvent être remplacées
on peut être automatisé, mais par contre, les métiers totalement, ils ne peuvent pas être remplacés. Et donc là, pour vous dire une chose simple, par exemple, dans notre domaine d'éducation, si vous permettez, moi, j'ai demandé à mes étudiants d'utiliser les chats GPT sans problème dans leur recherche et devant mes yeux, parce que ce qui compte, et maintenant, c'est pour ça que je dis, notre façon d'utiliser, et donc, je peux dire des outils qui doivent changer. On doit s'adapter dans le monde du travail par rapport à ça. Si j'ai également, pour répondre rapidement, donc si vous permettez pour laisser le temps aux autres, je m'excuse. Donc, juste les métiers qui vont apparaître par la suite, c'est vrai, ont été débattre rapidement. Par exemple, le problème beaucoup plus, c'est l'éthique. Et là, il y aura peut-être, par exemple, des éthiciens. Et il y a le problème également donc, d'intégrer, parce qu'il y a manque d'émotions, il y a manque certains aspects sociaux. Dans ce cas, il y a des psychologues derrière qui vont être, par exemple, recrutés. Entre autres, dans le domaine, bien sûr, engineering data, ou data analyst, ou peut-être, par exemple, donc, on peut data science et tout ça, c'est des métiers de l'avenir, on le sait, donc ils vont apparaître par la suite. Également, on peut avoir les avocats spécialisés, parce qu'il y aura beaucoup de problèmes. Ce genre de, par exemple, d'intelligence, on peut dire d'outils, ils vont fouiner partout dans l'Internet, ils vont récupérer des images, ils vont récupérer des textes. Par contre, le droit d'auteur, il sera absent peut-être. Ah là, il y aura un problème. Dans ce cas, on aura peut-être des avocats pour pouvoir régler ce genre de problème. Donc, on aura plus de plus, ce qui signifie, donc, certains avocats spécialisés, on aura besoin. Donc, voilà le genre des exemples des métiers qui vont... Merci, Serhan. Parce que je dois... Je m'excuse. Donc, il faudrait qu'on va passer la parole à... Bien Merci sûr. beaucoup, Serhan. Madame Amenso, à vous la parole. Merci, c'est Tommy. Alors, toujours pour compléter ce qui a été dit par mon collègue Hush, oui, nous, en tant qu'enseignants, on a besoin de chiffres, mais il y a des chiffres qui disent qu'il y a des métiers qui vont disparaître, notamment, par exemple, le métier des banquiers. Le métier des banquiers qui, à travers l'automatisation, on a déjà perdu beaucoup d'emplois, 39% depuis une trentaine d'années, rien qu'avec l'informatisation. Et si l'être humain va être remplacé par une IA, une intelligence artificielle, donc le métier il risque vraiment de disparaître. Et là, je dirais, moi la question que je vais me poser, quel serait le nombre de déperditions, de pertes d'emplois par rapport à ceux qui vont être créés? Moi, je pense qu'il y aura une perte massive parce que quand on voit la réponse de Madame Bing et quand elle nous dit que c'est la saisie de données, les caissiers, les travailleurs de production, mais c'est la grande partie du personnel de l'entreprise qui va disparaître et qui va être remplacé par que ce soit des logiciels qui vont faciliter la chose pour une seule personne qui est derrière, mais quand même, ça va être réduit. Donc, il y a un impact social. Il y a un impact social auquel on doit faire beaucoup attention. Et c'est là où on va penser le rôle de l'intelligence artificielle et son impact sur les emplois. Est-ce que tous les emplois pourraient être automatisés? Oui, tous les emplois pourraient être automatisés. Notamment, notre métier en tant qu'enseignant, il peut être automatisé. Et ChatGPT, il peut remplacer l'enseignant parce qu'il va vous donner toutes les informations. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Il va vous donner toutes les informations qu'on peut utiliser dans un cours. Mais est-ce que tous les emplois devraient être automatisés? Alors, c'est la grande question. Est-ce qu'on aura des limites pour freiner l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est vrai, l'éthique va jouer un rôle très important, mais aussi nous, comment va-t-on travailler, va-t-on se comporter avec l'intelligence artificielle? C'est nous les humains et c'est nous, que ce soit les enseignants, que ce soit ceux qui sont derrière l'intelligence artificielle, le développement de ce genre de langage des grands modèles de langage linguistique, ce sont eux qui doivent vraiment réfléchir les choses intelligemment, de façon à laisser la main toujours à la personne et également de le relier avec le côté social des emplois. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de pertes d'emplois, parce que si on va avec toutes les statistiques qu'on a, il y aura une déperdition massive dans les emplois. Parce que c'est la grande masse qui va disparaître. Quand on va rentrer dans une banque, c'est les caissiers. On a beaucoup de caissiers et on a peu de personnes qui sont derrière. Quand on va dans une entreprise, c'est les travailleurs de production qui sont là en grande
en grand nombre. Et ceux qui prennent la décision, ceux qui sont créatifs, ceux qui décident, ils sont peu nombreux. Donc, si l'intelligence artificielle va remplacer ce genre d'emploi, donc là, je pense que moi, je serais plus dans la Merci. gestion des risques Bah, qui sont relatifs à cette... merci, Madame. Juste une remarque, parce que nous avons, moi et Saïda, nous avon Saïda Belouali. Oui, oui, oui. Donc, nous avons posé justement cette question à, je ne me rappelle plus si c'était ChatGPT ou non. Et donc, lui, il disait que, bon, bien sûr, d'après ses références, que, en fait, il y aurait, hein, donc, est-ce que c'est vrai ou pas, comme a dit professeur El Harj, je ne sais pas, mais il paraît qu'il y aurait peut-être 70 millions d'emplois qui vont disparaître, mais en même temps, 90 millions d'emplois qui vont être créés. D'accord? C'est-à-dire que c'est ça sur quoi on table. C'est-à-dire que il y aura effectivement, il y aura beaucoup de. C'est pour ça que j'ai posé au début la première question. Est-ce que le sens du travail il va changer? Donc, la notion de travail, comme on l'a conçue il y a je ne sais pas combien de temps, elle va changer. Par exemple, il y a quelques siècles, il n'y avait. Est-ce que, je ne sais pas moi, par exemple, il y a 3 ou 4 siècles, est-ce qu'on pouvait imaginer à l'époque qu'on pouvait travailler chez soi, de chez soi et, je veux dire, à distance, etc. Et pourtant, on voit que aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui n'arrivent pas à satisfaire, qui n'arrivent pas à trouver de talent, par exemple, en informatique, en développement logiciel, etc. C'est-à-dire, il y a des métiers qui sont très, 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 très demandés en développement, en data scientist, en d'autres termes. Bon, donc, je passe la parole à Madame Widjé. Qu'est-ce que vous en pensez de ces réponses de Bing, de Microsoft, comme quoi il y aura des… puisque vous êtes data scientist, et puisqu'ils disent qu'il y aura il y aura des métiers qui vont disparaître, mais il y aura de nouveaux métiers. Est-ce que vous pouvez ou vous voulez donner vos remarques ou vos impressions? Bien sûr, Toumi. Tout d'abord, je magnifie les interventions de mes co-webinaires qui sont vraiment très intéressants et je partage aussi vos avis. Par contre, je veux recontextualiser parce qu'il faut savoir que les réponses que l'on donne, parfois, c'est dans un contexte bien précis avec des pays qui sont dans un état d'avancement qui parfois n'est pas le même que d'autres pays. Et en même temps aussi, quand on parle de métiers qui vont disparaître, moi, je n'aime pas vraiment ce mot disparaître, je vais dire des métiers qui vont être transformés. Il faut savoir que ces métiers vont toujours exister, c'est juste que l'homme qui va être remplacé par un robot. Quand on parle, par exemple, des caisses automatiques, c'est dans un contexte bien précis. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un supermarché avec des produits qui sont scannables et aussi qu'on puisse investir sur des matériels qui vont pouvoir faire ce travail. Mais si je donne par exemple le contexte du Sénégal où on a des marchands standards qui sont dans les marchés, qui vont vendre leurs produits avec un prix qui n'est pas fixe. Il faudra discuter avec eux, demander une réduction. Parfois, il y a des cadeaux. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut vraiment penser à une transformation ou une disparition de ces métiers-là? Excusez-moi. C'est difficilement pensable. Il faut savoir que ça serait dans ce contexte-là très catégorique, éliminer carrément ce mode de marchandise ou bien de vente et le remplacer par d'autres modes. Donc, moi, dans mon cas, je me dis qu'il faut toujours essayer de voir dans le bon contexte et voir aussi jusqu'où on est prêt à pouvoir investir, parce qu'il faut savoir qu'il faut de l'investissement, de la formation et aussi regarder sur le long terme.
par rapport à son produit, ce que l'on veut vendre et tout. Bien sûr, on est dans un monde technologique où les gens utilisent beaucoup leur téléphone portable, par exemple, pour pouvoir commander des produits, pour pouvoir vendre aussi des produits. Et donc, dans ce cas-là, il faudra pouvoir s'adapter à ça et pouvoir aussi être compétitif par rapport au marché. Mais pour moi, c'est toujours important de regarder le contexte et ne pas juste se baser sur des pays qui sont vraiment en développement dans ces matières, enfin, dans cette matière-là, et de laisser en rade les autres pays qui peuvent être bien discriminés par rapport à cette évolution. Voilà. Merci, Madame. Donc, je passe la parole à Madame Ammo, Khadija. Si vous pouvez nous donner vos impressions sur peut-être les nouveaux métiers que vont être créés grâce à l'intelligence artificielle, ou comment il faudrait peut-être nous adapter, ou qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que, en fait, c'est la machine qui va remplacer l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Khadija? Non? Donc, je passe la parole à C'est Mahfoudé. C'est Mahfoudé. Oui, avec plaisir, c'est Tomi. Eh ben, effectivement, comme je disais tout à l'heure, et c'est exactement ce que les collègues se sont partagés à tour de rôle. L'intelligence artificielle, elle va certainement supprimer énormément de métiers de par de manière tout à fait naturelle, comme les robots ont remplacé des centaines et des centaines d'ouvriers dans les industries automobiles, par exemple. Donc, l'intelligence artificielle, elle va transformer totalement le métier de data scientist. Elle va transformer le métier de statisticien. Elle va transformer aussi le métier de médecin, puisque les objets connectés aujourd'hui, qui sont aussi pilotés par l'intelligence artificielle, vont investir le monde médical d'une manière sans précédent, etc., etc. Moi, ce que je pourrais partager avec vous à travers ma modeste expérience, si vous voulez, en transformation digitale depuis une vingtaine d'années, c'est que j'ai vu transformer l'administration publique et les entreprises de toutes les manières possibles et imaginaires, depuis le BUG 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et je veux vous dire qu'à chaque transformation, on se dit, des métiers vont disparaître, ou alors on va faire ceci, on va automatiser ce côté-là dans l'entreprise pour pouvoir permettre aux salariés de se débarrasser des tâches à valeur ajoutée nulle. Et je vous fais une confession, jusqu'à valeur d'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu une entreprise qui libère réellement ses salariés des tâches à valeur ajoutée nulle. Il y aura toujours des tâches qui s'ajoutent et qui vont devenir encore plus, je dirais, emprisonnantes de la liberté individuelle des salariés dans l'entreprise et stresser encore davantage leur confort au travail, leur vie professionnelle. Et donc, je dis que l'intelligence artificielle, s'il y a un avantage que l'on pourrait tirer d'elle, c'est que l'emploi, de manière générale, va se transformer et va se métamorphoser. C'est-à-dire, on va voir une plus grande marge pour la vie familiale, pour l'épanouissement personnel, pour beaucoup de choses qui vont faire augmenter et améliorer la qualité de vie des salariés. Ça, on est d'accord, l'intelligence artificielle va pouvoir le faire et très bien même. Et par analogie, pour finir sur ça, par analogie, je vous fais l'exemple des voitures connectées. Alors aujourd'hui, vous imaginez un peu si vous conduisez une voiture hyper connectée qui a des radars devant, des radars derrière, qui a des caméras
à 360 degrés, qui a le détecteur de fil sur l'autoroute, qui a le sensor qui ressent que vous êtes fatigué, qui a un GPS, qui a pratiquement tous les sensors nécessaires pour la conduite automatique. Elle peut vous stationner, trouver sa place toute seule, elle peut stationner toute seule en ville et vous exploitez cette voiture pendant une année, 2 ans, et brusquement, on vous la retire et on vous donne une voiture totalement mécanique de vieille génération. Et vous allez voir que vous allez avoir du mal à revenir vers vos réflexes totalement humains qui vous permettaient de stationner en arrière sans aucun sensor et sans aucun IoT et qui vous permettaient de garder le fil sur la route sans aucune caméra et qui vous permettait de ne pas brusquer l'obstacle de devant sans aucun, je dirais, radar automatique ou sensor. Et donc, c'est là que je dis, moi, que personnellement, que l'intelligence artificielle, s'il a beaucoup d'avantages, elle pourrait avoir le grand inconvénient de nous faire perdre le chemin de retour. Le chemin de retour, c'est ce qui va faire de nous des êtres humains. Si on n'arrive pas à faire le chemin de retour et qu'on n'arrive pas à reprendre notre classe sans ChatGPT et qu'on n'arrive pas à faire de la médecine sans les IoT, et si on n'arrive pas à conduire nos voitures mécaniques sans les technologies nouvelles, je peux vous dire que l'intelligence artificielle aura détruit ce que nous avons toujours eu de si précieux, c'est l'intelligence humaine. Ok, merci. Juste une remarque sur ce que vous venez de dire, c'est ça me rappelle la calculatrice. Oui, aujourd'hui, tout à fait, exactement. Les gens, mais ça n'empêche que les enfants, là, ils ne savent pas faire des calculs mentaux. Ils ne peuvent faire un calcul que s'ils ont la calculatrice et pourtant, ça ne leur fait pas des… Il y a aujourd'hui, on peut demander à des médecins, des professeurs même de faire une table de multiplication. Il ne pourra pas le faire peut-être. Il a besoin d'une calculatrice. Mais ça n'empêche pas que justement, ça… c'est ça la question fondamentale de l'éthique ou de la régulation de l'intelligence artificielle. Comme j'ai dit tout à l'heure, en langage informatique, on appelle ça le PCA, le plan de continuité d'activité. Quand vous êtes devant une banque et qu'ils vous disent que le système a craché, qu'il ne fonctionne plus, là, vous leur dites, bah, sortez vos PCA, c'est-à-dire sortez vos registres, sortez vos méthodes manuelles pour faire fonctionner l'agence bancaire. Ce n'est pas parce que le système a craché que la vie va s'arrêter. Et donc, pour l'intelligence artificielle, c'est exactement pareil. Oui, pour l'intelligence artificielle, mais non pour la déperdition du chemin de retour. Il faut absolument, comme on le faisait dans l'informatique traditionnelle, aussi complexe qu'il soit, on installe à côté un PCA, un plan de continuité d'activité, qui va remplacer fonction par fonction par une méthode manuelle, une méthode totalement classique, etc., pour sauver la situation. Et ça, c'est très profond comme réflexion. Merci. Alors, on parle aussi de… parfois, on parle de AI for good, c'est-à-dire une intelligence artificielle, mais pour le bien. En tout cas, il faut bien sûr définir ce que c'est le bien, mais pour le bien de l'humanité, ou bien pour le bien-être, ou bien pour, comme l'a dit tous les enseignants, pour éviter à l'humain de faire des tâches répétitives et de consacrer beaucoup plus de temps on va dire, à la créativité, à plus réfléchir sur d'autres… donc, je reviens vers vous. Donc, pour tous, là, maintenant, on ouvre le débat, mais je voudrais que
on entame l'angle pour contextualiser ça. C'est-à-dire que pour le Maroc, ou pour l'Afrique, puisque qu'est-ce que, je veux dire, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire ou pour qu'on puisse, on va dire, pour qu'on puisse, pour que cette intelligence artificielle qui va influencer, je pense, toutes les disciplines, tous les métiers vont être impactés. Bon, il y aura des métiers qui vont être très impactés, d'autres moins, etc. Nous, en gros, comment on pourrait, quelle stratégie doit-on suivre pour le Maroc et pour l'Afrique? Là, pour ceux qui veulent répondre. Si vous permettez, je reprends la parole pour répondre à votre question. Par analogie, par exemple, le Bénin, qui vient de lancer la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Ce qui était, et j'ai vu, j'ai parcouru je dirais le manuel gouvernemental qui trace la stratégie du Bénin dans le développement de l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant et étonnamment précise. Pour notre pays, pour le Maroc, moi, je pense, et j'en avais déjà discuté avec Madame Toumi, à laquelle revient déjà le privilège d'avoir initié la maison de l'intelligence artificielle, parce que ces maisons qui s'installent un peu partout, à Oujda, à l'UM6P, à Rabat et à Ben Grir, etc., c'est déjà une prise de conscience qu'il y a un effort de régulation et de cadrage de ce phénomène. Donc déjà, ça, c'est le début du chemin. Maintenant, moi, à mon avis personnel en tant que chercheur, je pense que le Maroc doit construire son institut d'intelligence artificielle à lui, qui va fonctionner selon les normes d'éthique 100% marocaines, qui va fonctionner selon une régulation sur laquelle on peut mettre des organismes connus en termes des régulateurs, des organismes qui savent faire de la régulation. Je parle de la NRT, par exemple, je parle du HACA, il y en a d'autres peut-être, c'est des exemples, mais la régulation, il est importante parce que c'est une affaire d'État. Et donc, ces deux prérequis sont essentiels pour lancer l'exploitation régulée de l'IA dans notre pays. Voilà. D'accord. Merci, Semah Fodé. Juste une précision, c'est que la maison de l'intelligence artificielle, nous, c'est une franchise de la maison de l'intelligence artificielle de Sophia Antipolis. Et donc, au Maroc, il n'y a qu'une seule entité qui s'appelle Maison de l'intelligence artificielle, qui est au sein de l'université Mohamed Ier. Donc, juste une précision. D'accord. Voilà. Merci pour la précision. Pas de problème. La deuxième question, peut-être, je vais donner la parole à Sel Harash, parce que là, vous dites qu'il faudrait une régulation, Je veux dire, une stratégie, ok, d'accord pour la régulation, mais quelle doit être peut-être la stratégie globale qu'on doit suivre, Sel Harash? Merci. Donc, à mon avis, pour avoir une stratégie, d'abord, donc pour avoir même une souveraineté, parce qu'il était également précisé tout à l'heure, parce qu'il fallait commencer par des infrastructures. Et infrastructures, parce que je crois à la base, l'intelligence artificielle s'appuie beaucoup sur le big data. Par contre, nous, au Maroc, parce que vraiment, on a des
des vrais centres ou des grands centres bien sûr, de data center ou de big data qui vont nous permettre de fournir assez de données à ce genre de modèle et pour les faire apprendre et également le faire apprendre avec nos valeurs, avec nos cultures, soit marocaines ou africaines également, qui vont nous fournir, on peut dire, des réponses adaptées à nos contextes. D'accord? Parce que c'est tout à fait normal. Nous, on n'a pas les mêmes économies, on n'a pas les mêmes donc, par exemple, relations sociales. Non, il y a certaines réponses qui vont heurter nos sociétés, ils vont heurter, donc bien sûr, notre sensibilité. Dans ce cas-là, c'est des programmes qui ne sont pas tout à fait adaptés ou donc contextualisés. Donc, il faut voir déjà de ce côté-là. Par contre, en termes, bien sûr, de réglementation, donc chaque pays, il a certaines contraintes, donc à plusieurs sociaux ou économiques ou autres. Et par rapport à ça, également, il fallait prendre les mesures ou mettre en place des politiques gouvernementales donc bien réfléchies et bien étudiées. C'est par exemple, je prends l'Italie qui a interdit l'utilisation, donc bien sûr, nous, on ne va pas totalement l'utiliser. Par contre, il faut aller vers la réguler un petit peu, on peut dire, le domaine. Donc, il faut peut-être, pour contextualiser, sensibiliser. Donc, nous, en tant que même étude, donc sensibiliser donc la population marocaine, la population africaine, des bienfaits, d'accord, de l'intelligence et bien sûr s'il y a des points, d'autres éléments auxquels on va se confronter. Donc, ça, c'est d'un côté. Mais également, donc, par rapport à la contextualisation également, donc, et on peut réfléchir sur, par exemple, d'avoir, si vous voulez, parce que ça c'est un souci depuis des années pour moi. Comme je vous dis tout à l'heure, je travaille dans le domaine de l'intelligence économique. Et l'intelligence économique s'appuie sur plusieurs axes. Entre autres, c'est tout simplement la veille, c'est-à-dire la collecte, l'analyse et la distribution, l'exploitation des données. Et ça, ce qui était opposé à certains moments, c'est que, parce que pour pouvoir ces éléments-là, donc c'est la veille, on le fait pour prendre des décisions stratégiques. On s'appuie sur ces données-là. Ces données-là, généralement, sont produites au niveau, en réalité, donc on n'a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ne sont pas produits, on n'a pas une banque, en quelque sorte, des données au niveau de l'Afrique. Et dans ce cas-là, ça va nous poser un problème également au niveau de la prise de décision. D'autres choses, juste un exemple parfait, je crois pas à mon avis, que je vais préciser, je vais donc vous céder la parole. C'est que, regardons, maintenant, supposons que donc ils vont mettre en place un programme qui va reconnaître en soi-disant un terroriste. On n'aura jamais peut-être un terroriste blanc. Déjà, parce que donc ça pose un problème également d'un côté. D'accord? C'est un autre problème qui est posé. Mais pour moi, parce qu'on peut dire c'est un peu de racisme, peut-être, ségrégation, parce qu'il y a certains éléments dans l'apprentissage du programme lui-même, ils ne vont pas être pris en considération. Et là, c'est problème de contextualisation. Et non. Oui. Ok, merci. Je crois que Madame Ouedje Khan a levé la main. Je vais lui donner la parole brièvement et après je passe peut-être à Madame Amenso. Oui, Madame Ouedje. Juste pour revenir sur ce point, je vois les choses de manière vraiment très basique parce que pour moi, il ne faut pas sauter les étapes. Et quand on parle d'IA, d'intelligence artificielle en Afrique, il faut d'abord une acculturation, comprendre ce que c'est. Parce qu'actuellement, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Au téléphone portable, on est traqué, nos données personnelles sont utilisées, mais les personnes ne s'en rendent pas compte. Il faut d'abord que les gens puissent savoir ce qu'est l'intelligence artificielle, comment c'est utilisé, pourquoi on l'utilise et comment ça pourrait les aider dans la vie de tous les jours. Parce qu'il faut savoir quand on parle de disparition de métiers, quand on parle des caisses automatiques, ça fait peur. Quand on parle de robots aussi, les gens vont se sentir vraiment traqués avec l'exemple, par exemple, de la Chine avec les caméras partout. Ils vont dire, mais est-ce qu'on tend vers ça? Est-ce qu'on va perdre nos emplois pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas des postes à responsabilité, qui ne travaillent pas dans le domaine de la technologie, qui font des métiers répétitifs? Il y a cette peur-là de dire, est-ce que je vais perdre mon emploi ou est-ce que je vais aller vers une nouvelle formation? Si, par exemple, je suis cinquantenaire,
pour pouvoir avoir un emploi et subvenir à mes besoins. Donc, il faut savoir que l'IA est là pour aider l'homme. OK. Et ça Oui. passe d'abord par une acculturation, par des formations, des webinaires comme ce qu'on en fait, et aussi par des réglementations pour aider la population à suivre cette transformation, à diriger aussi la transformation et ne pas simplement la subir. Merci. Merci, Madame Ouidje. Justement, juste avant de donner la parole à Madame Saïda Aminso, puisque vous avez parlé d'acculturation, je voudrais juste revenir une minute sur justement la maison de l'intelligence artificielle. C'est une entité créée au sein de l'Université Mohamed Ier, et justement la priorité des priorités l'objectif principal de la MIA, c'est justement l'acculturation. Bien sûr, nous avons un autre axe sur l'éthique. Bon, on en a déjà fait des webinaires et des conférences sur ça. Mais justement, cette acculturation, justement, c'est vraiment l'objectif de la maison de l'intelligence artificielle pour ramener des enseignants, des chercheurs, des gens du monde industriel, du monde de la société civile, à savoir ce que c'est. Tout à l'heure, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a commencé par l'IA et l'éducation avant de passer à l'IA à l'emploi. Et justement, tout à l'heure, on parlait de l'utilisation, donc les usages que doivent faire je veux dire, ceux qui ne connaissent ou qui ont très peu de connaissances sur l'intelligence artificielle et qui vont utiliser ces IA génératifs. Et justement, on parle aujourd'hui de l'importance du pré-prompt. Donc, il n'y a pas que le prompt, il y a le pré-prompt. Et ça, si on sait bien comment cette IA générative fonctionne, et si on le met dans un contexte de pré-prompt, et bien là, on va pouvoir vraiment bien l'utiliser. Exemple, si vous lui dites, par exemple, à une IA générative, vous lui dites, je suis un professeur de physique et je voudrais discuter avec un chatbot. Est-ce que vous pourrez m'aider? Et là, automatiquement, il se met dans ce contexte-là et il va pouvoir vraiment vous aider. Par contre, si vous lui posez comme ça juste des questions, on peut avoir des réponses ou des hallucinations, etc. Madame Saïda, si vous voulez… Oui, moi, je vais juste un petit peu compléter ce qui a été dit parce qu'il y avait plusieurs perspectives stratégiques qui ont été présentées par les panélistes. Moi, en tant que professeur de l'enseignement supérieur, donc je prends cette casquette et particulièrement parce que je fais partie d'une école de commerce et de gestion qui produit en fin de compte des lauréats destinés au marché d'emploi. Je pense qu'une grande réflexion doit être faite sur les parcours qu'on est en train de présenter et comment les adapter pour être adéquats aux futurs emplois qui vont être créés. Parce qu'on a toujours ce « et » qui intervient dans un petit peu le commerce, dans la comptabilité qui est supposée va disparaître avec l'avancée technologique à travers l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'une grande réflexion doit être faite sur les parcours qu'on est en train d'offrir, parce que le lauréat qui va sortir d'une école de commerce et de gestion, il doit quand même répondre aux besoins du marché d'emploi. Donc, on a un grand travail à faire et je pense que ce travail doit être fait en coopération avec des écoles, notamment de l'ENSA, parce que vous êtes en train de développer, de travailler sur ces intelligences artificielles et nous qui vont plus ou moins compléter les compétences qu'on a ou des fois ils vont être utilisés par les gens qu'on est en train de former. Donc, il faut vraiment réfléchir les parcours qu'on est en train de travailler pour introduire cette intelligence artificielle chez nos étudiants pour qu'ils puissent par la suite être dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est technologie et avancée technologique. OK, merci Madame Saïda Aminso.
Et donc, bon, voilà. Donc, alors, on va dire pour conclure, je vais demander à tous les intervenants, bon, même du premier panel ou du deuxième panel, s'ils ont surtout du premier panel qui n'ont pas intervenu dans le deuxième, s'ils ont des remarques, mais vraiment brièvement, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter avant de faire la synthèse et conclure ce deuxième panel? Monsieur Sirkhdissi, c'est Alaoui, Ndiaye, Dia, non? Oui, vas-y, c'est l'Alaoui. Oui, par rapport au deuxième panel, je crois que nous sommes devant le fait accompli même. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui s'impose, c'est que l'IA, elle est là. Il faut travailler en profondeur, comme tu l'as dit, Sitoumi, pour tirer profit pleinement de cette IA, tout en étant vigilant par rapport aux risques qu'elle présente. Donc, on a parlé tout à fait de l'acculturation, je crois, Madame du Sénégal qui a évoqué ça, l'enculturation aussi. Il y a des choses qui sont entre les mots, hein, entre le mot retenti en nous. La langue n'est pas innocente. Toute langue porte en elle-même, implicitement ou explicitement, une culture, soi-disant. Donc, il faut être vigilant, garder notre authenticité et veiller à ce que tout le monde travaille pour justement tirer profit dans le sens positif. Il ne faut plus penser maintenant problème, il faut penser solution. Et la solution veut que l'on, désormais, que l'on pense très profondément, des recherches très avancées sur justement la didactique, ce que j'appelle moi la didactique du prompt. Il faut didactiser le prompt. Aller du simple au général, du simple au complexe, faire des niveaux d'habileté d'usage de l'intelligence artificielle, penser à des niveaux d'habileté, parce que poser une question comme ça, il va vous renvoyer une réponse en vrac, et une réponse qui est générale. Parfois, on a plus besoin d'une information profonde, donc il faut essayer comment faire. Et on peut enseigner désormais comment utiliser le chat GPT dans le sens qu'il apporte une contribution à la formation de l'individu. Déjà, il nous promet une autonomie dans la formation. Il n'y a plus l'enseignant qui fait tout, il n'y a plus le travailleur qui fait tout, il y a toujours un to be continued chez soi. Et les heures de travail vont être revues à la hausse, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans le lieu de travail, mais on peut travailler chez nous aussi. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir le courage d'affronter cette réalité qui... Merci, c'est l'Alaoui. D'autres personnes qui veulent conclure avant qu'on passe à une synthèse des deux panels? Oui, c'est le Haraj. Oui, merci. Donc, en fait, moi, là, je voulais juste revenir sur un point rapidement par rapport au premier panel, donc, si vous permettez. Donc, surtout sur tout ça. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ça ne pose pas de problème? Oui, on vous entend. D'accord. Je voulais juste revenir sur un point essentiel parce que par rapport à notre métier, en fait, parce que par rapport à l'intervention de monsieur l'Alaoui tout à l'heure, en parlant de professeur ou ce que peut-être comment il va réagir par rapport à l'intelligence artificielle. Donc là, ce que je vois personnellement, ça ne va pas nous poser de problème, donc bien sûr de mon point de vue, parce que sur les trois, on peut dire, activités principales de l'enseignant, la recherche, l'évaluation de l'enseignement, ça ne va pas nous poser de problème. Donc déjà, si je prends pour l'enseignement, normalement, il y en a grosso modo les trois axes, soit faire passer l'information, soit donc, le deuxième axe sur le savoir technique, on travaille là-dessus, et là, on peut utiliser facilement les outils de l'intelligence artificielle. Par contre, le troisième axe dans l'enseignement, c'est-à-dire comment forger l'esprit critique, l'esprit d'analyse et donc l'apprenant, ça, on aura toujours besoin de l'être humain. Dans ce cas-là, ça ne va pas nous poser de problème. Pour le deuxième, donc rapidement pour le deuxième
axe, c'est-à-dire lancer en fait pour moi la recherche, deuxième activité si vous voulez, et la recherche au niveau d'évaluation des thèses ou autres, également on n'aura pas de problème parce que ce qui nous intéresse, on va s'intéresser beaucoup plus à l'apport que la partie, et on peut dire d'acte théorique au revue de la littérature, parce que là on aura besoin beaucoup plus au contraire de l'outil de l'intelligence artificielle. Il va nous aider parce que depuis des années, on dit pourquoi on va revenir à la littérature, on perd énormément de temps, sachant que ce qui nous intéresse, c'est de construire, d'accord, d'aller plus loin. Et dans ce cas-là, on se concentre sur l'apport et pas forcément sur la partie théorique et le reste. Troisième en fait chose pour l'évaluation, et effectivement l'évaluation, il y a plusieurs façons de faire l'évaluation. Bien sûr, déjà on a, donc ça fait des années, des collègues par exemple nous ont commencé à automatiser un petit peu l'évaluation, mais ça rapporte rien, c'est vrai, peut-être ce sera biaisé derrière par rapport au niveau d'étudiants. Par contre, là d'après mon expérience personnelle, au niveau de mon l'évaluation avec des collègues, on a prévu une chose simple, parce que même avec l'intelligence artificielle, c'est franchement, je n'ai pas peur de l'échange en face des réponses entre les étudiants, mais je n'ai pas peur de l'Internet autre chose. C'est que je propose la documentation toujours autorisée. Les outils sont toujours autorisés. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir comment ils vont analyser, ils vont répondre, ils vont travailler. Donc, on va tester beaucoup de choses. C'est pas, donc, on ne va pas tester maintenant, est-ce qu'ils ont des connaissances, oui ou non. Les stockages des connaissances, nous sommes dans une génération, on peut dire, connectée, on n'a pas besoin de ça. Par contre, le plus important, c'est autre chose, parce qu'on passe maintenant de l'économie de connaissances à l'économie d'innovation, et dans ce cas-là, on aura besoin de… Merci, merci Selma. Merci. Désolé, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres… Mais très brièvement, Madame Amenso. Alors, pour conclure, je dirais que l'intelligence humaine, elle doit vraiment garder sa suprématie sur l'intelligence artificielle. Et nous devons vraiment gérer intelligemment le développement des avancées technologiques qui sont faites via l'intelligence artificielle. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Selma Foudé, 1 minute pour conclure, brièvement. Merci beaucoup. Avant qu'on passe à… En tout cas, merci encore une fois pour l'organisation de ce webinaire, donc de sensibilisation d'abord et de cadrage de ce fléau technologique. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura d'autres occasions pour en parler avec beaucoup plus de détails. OK. Est-ce qu'il y a une personne qui… Oui, il y a une madame, je crois. Madame Wedje, vous voulez conclure? Non, c'est bon? Oui, bien sûr, excusez-moi. Oui. Merci vraiment beaucoup pour cette invitation et sur ce débat qui est vraiment très intéressant. Merci à toutes les personnes qui ont participé. C'est vraiment un thème qui est vraiment très important, auquel il faut encore en débattre pour pouvoir discuter des sujets comme par exemple, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'éthique sur la formation, mais aussi sur tout ce qui est réglementation, parce qu'il faut savoir que c'est une technologie qui est en vogue. On l'utilise tous les jours et on pense aussi que dans les années à venir, on ne pourra plus s'en passer. Après, il faut une bonne utilisation qui est responsable, qui s'adapte au contexte et qui est là aussi pour pouvoir aider l'humain et non pas le remplacer. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça a été un honneur pour moi. Et j'espère qu'on aura à discuter sur d'autres sujets à l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'acculturation et justement, on a profité de cette occasion de ce webinaire pour lancer, d'ailleurs, Monsieur le Président, tout à l'heure, il a lancé la chaîne YouTube de l'UMP, de l'Université Mohamed Ier, qui va être consacrée à l'intelligence artificielle. Et justement, un de ses rôles, un de ses objectifs, justement, c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on va entamer une série de podcasts dans lesquels on va inviter les enseignants de l'UMP pour s'exprimer sur
sur donc leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc., selon leur spécialité et du point de vue de l'influence ou l'impact de l'intelligence artificielle. Et il y aura des séries d'ailleurs, nous avons commencé la saison 1. Cette saison 1, d'ailleurs, justement pour l'acculturation, et donc on l'a fait en arabe. Et donc, cette saison 1, on l'a nommée Muqaddima للذكاء الاصطناعي, مقدمة في الذكاء الاصطناعي, et dans laquelle il va y avoir une série de petites vidéos destinées à tout public, et en plus en arabe, dans lesquelles c'est des vidéos animées. Et voilà. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue Saïda Belouali. Alors, merci, chers collègues. C'est juste pour donc faire un clin d'œil à toutes les personnes qui nous ont suivis sur le live, donc qui ont commenté sur Facebook, je pense. Le live est sur Facebook. Oui. Donc, alors, en essayant de faire une lecture en oblique des commentaires très intéressants. Il y a un débat sur le live qui est hyper intéressant. Donc, je partage avec vous juste peut-être ce qui ressort de ces commentaires. Nous avons fait exprès, effectivement, de donner un statut à cette IA générative, donc au travers de ChatGPT et de Bing. Pourquoi? Parce que justement, on était dans cette logique de provocation et nous sommes allés parfois jusqu'à utiliser des termes comme penser, la vie Donc, le fait de donner un statut est aussi une forme justement de se dire comment est-ce que on doit se comporter avec ce genre d'outils. Et donc, ça nous amène justement à une question qui a été abordée dans les commentaires, qui est qu'est-ce que c'est réellement l'intelligence artificielle? Et on a le devoir justement de comprendre de quoi on est en train de parler, donc d'être précis sur l'utilisation des termes. Et justement, d'où l'intérêt de ce genre de webinaire et l'intérêt justement de ce travail que nous faisons ou que nous essayons de faire justement d'acculturation et de sensibilisation. Donc, c'est justement des remarques qui est revenue fréquemment sur les commentaires. Donc, il y a aussi un intérêt important porté sur les questions éthiques. Donc, la plupart ont évoqué la question de l'éthique. Justement, au sein de la MIA, nous avons un observatoire éthique, donc que nous appelons l'observatoire de vigilance. Donc, nous essayons de réfléchir au sein de cet observatoire et de façon pluridisciplinaire, justement, parce que tout le monde est concerné par la question éthique. Et donc, justement, l'éthique, c'est, comme je le disais au départ de ces sessions, l'éthique, elle est la forme soft de la régulation. Donc, nous régulons par l'habilitation. Et donc, pourquoi? Parce que justement, il faut s'en souvenir et ça va nous ramener au point de départ. On disait que l'homme doit rester au centre. Ben justement, il sera toujours au centre parce que donc, la régulation par l'habilitation de l'intelligence artificielle est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que l'éthique, elle est contingente, elle est évolutive, elle est contextuelle. Et pour pouvoir répondre à ces éléments-là, il faut avoir l'homme au centre parce que justement, ce travail de contextualisation, de faire évoluer et de répondre à la contingence, c'est l'être humain, donc l'homme qui devrait le faire. Donc voilà pour ces précisions-là, chers collègues, concernant les personnes qui ont et que nous remercions vivement qui ont apporté leurs réflexions au niveau du live. Merci. Okay, merci, Madame Belouali. Donc, je vais passer la parole à Madame Lamia pour justement faire
une synthèse, peut-être soit du deuxième panel ou des deux panels. Et après, on va conclure. Merci, Monsieur Toumi. Donc, ce webinaire est une illustration du fait que l'IA continue à susciter de vifs débats. Donc, tous les intervenants de ce panel s'accordent pour dire que, effectivement, l'intelligence artificielle aura un impact sur l'emploi et sur l'éducation. Il va entraîner peut-être la disparition de certains emplois et en créer d'autres. Mais chose qui est certaine, qu'il entraînera des changements profonds dans la manière d'exercer certaines professions. Donc, il va remplacer des professions qui consistent à assumer des tâches plutôt répétitives et fastidieuses. Par contre, il ne peut pas remplacer des métiers qui supposent des compétences humaines qui sont jusqu'à maintenant difficiles à programmer, comme la créativité, l'esprit critique, le jugement professionnel. Un autre point sur lequel les intervenants ont beaucoup insisté, c'est la nécessité d'éduquer et d'acculturer les personnes pour qu'elles exercent un regard critique sur les données qu'elles génèrent, afin d'éviter de n'être que le produit et qu'elles puissent retirer un bénéfice de l'intelligence artificielle tout en se protégeant. Donc voilà. On a insisté aussi sur le fait que, aussi bien pour la conception qu'en usage des applications de l'intelligence artificielle, il y a des aspects à considérer, notamment la souveraineté numérique et des enjeux éthiques. Et toujours de mettre l'homme au centre, et le dernier mot doit être à l'être humain. Donc, pour conclure, l'intelligence artificielle dans l'éducation comme dans l'emploi doit servir et responsabiliser les humains sans les remplacer. L'idéal serait de les augmenter et d'imaginer une forme de partenariat, de collaboration entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine permettant d'atteindre un haut niveau de performance avec le minimum d'effets négatifs possible. Donc voilà, merci.